Le cercle RH pour parler des ETI qui sont la plupart du temps de très belles entreprises, des pépites françaises, industrielles souvent. Et on en parle parce que ces ETI, on n'en parle pas suffisamment. On parle des très grandes entreprises du CAC, parfois des toutes petites entreprises, mais les ETI sont un peu les enfants pauvres. Et on va en parler sur ce plateau à travers une personnalité évidemment qui incarne ces ETI. Olivier Schiller, ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Président de Septodon, pour tous ceux qui sont allés chez le dentiste, et je fais partie de ceux-là, bien vous fabriquez, laboratoire pharmaceutique, les anesthésiants pour les dents. Absolument, c'est grâce à nous que vous n'aviez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Oui, et que je sors pendant 3 heures sans pouvoir m'exprimer. Ça, c'est votre métier. C'est une entreprise familiale créée en 1932 par vos grands-parents. Et vous êtes ici avec nous aussi pour tant parler de votre histoire entrepreneuriale, mais vous êtes le vice-président du METI, qui est le réseau des ETI françaises. D'abord, un petit mot sur le regard que vous portez sur votre entreprise qui est une ETI. Vous le dites, je dirais dans les dîners en ville, vous le dites quand j'ai une ETI ou vous dites j'ai une entreprise ? Non, je mets en avant notre taille d'entreprise, ETI, comme vous l'avez dit, les ETI, c'est plus grand que les PME, c'est plus petit que les grands groupes. Les chiffres, c'est quoi pour une ETI ? On est défini ETI à partir de combien ? Alors c'est entre 250 salariés et 5000 salariés. On représente 25% de l'emploi en France, 33% des emplois industriels, donc on est plus industrialisé que les autres entreprises, et nous contribuons également beaucoup à l'exportation, donc à l'équilibre du commerce extérieur. Vous, en tant qu'entrepreneur, à la tête d'une ETI, des entreprises en France, des entreprises à l'international, je voudrais quand même le dire, parce que c'est toujours intéressant quand une entreprise française signe avec des géants pharmaceutiques. Vous avez signé avec Moderna très récemment, ça se passera au Canada, je crois, et c'est vous qui allez mettre les vaccins dans les pots. Tout à fait. Le gouvernement canadien a pris acte au moment de la crise du Covid, de la pandémie, qui n'était pas autosuffisant dans la production des vaccins. Donc ils ont mis en place un programme ambitieux pour acquérir cette souveraineté sanitaire. Et ils nous ont choisis comme partenaire pour notre usine de Toronto, à côté de Toronto, à Cambridge, dans l'Ontario, pour qu'on nous puissions investir dans un système de remplissage de seringues et puis de flacons. Et ensuite, nous avons été mis en relation avec Moderna et nous allons maintenant remplir effectivement soit les vaccins pour une future pandémie, soit n'importe quel produit mis au point par Moderna, d'abord pour le Canada. Les ETI que vous incarnez sont à la fois en grande partie 33% industrielles et souvent, pas toutes, des entreprises familiales ou d'origine familiale. Ça aussi, c'est une particularité de nos ETI. Oui, c'est quelque chose de très important, parce qu'un actionnariat familial garantit la durée, si vous voulez. Nous, notre horizon, c'est pas 5 ans comme si l'actionnaire, c'est un fonds de private equity qui voulait sortir au bout de 5 ans. C'est pas les next quarterly earnings, si les entreprises cotées regardent l'évolution du cours de bourse de 3 mois en 3 mois. C'est ça. Nous, vraiment, c'est le long terme, c'est la prochaine génération. Stabilité, puis aussi, nous sommes très fidèles aux territoires sur lesquels nous sommes implantés. Nous avons 2 usines, une à Saint-Maur-des-Fossés, une à Mazamet dans le Tarn, et nous continuons à investir sur ces sites, même si nous investissons aussi beaucoup à l'étranger. Pour juste vous donner un chiffre, ou 2 chiffres, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires hors de France représente plus de 90%. On fait à peu près 7% de notre chiffre d'affaires en France. Pourtant, nous avons en France 40% de nos actifs industriels et 40% de nos salariés. Donc on contribue vraiment à la réindustrialisation du pays. À la fois, les entreprises sont dans des territoires, donc sont en France, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialisation. Ouais. Les ETI ont leur part à prendre et leur mot à dire. Un mot quand même, j'ai vu que les ETI, et vous faites partie du METI, vous en êtes le vice-président, trouvait que le gouvernement vous entendait pas assez sur notamment les transformations écologiques. On nous parle de l'industrie 4.0, on nous évoque l'idée qu'il faut transformer notre économie. Vous êtes un acteur. Est-ce qu'on vous écoute assez sur ces sujets ? Parce que vous avez quelques revendications, notamment fiscales. Alors, le gouvernement est extrêmement à l'écoute. Nous avons été voir le conseiller du président de la République en 2019, non pas pour revendiquer, mais pour prendre acte de toutes les avancées qui avaient été faites en matière fiscale, en matière droit du travail. Et nous avons proposé de contribuer à la réindustrialisation du pays à travers nos entreprises. C'est comme ça qu'est née la stratégie Nation ETI. J'ai été nommé ambassadeur aux ETI par le président de la République, avec une co-ambassadrice donc, qui était issue de l'administration. Et nous avons déployé ce qu'on a appelé la stratégie Nation ETI. Donc avec l'appui de la ministre de
de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, Absolument. Bruno Le Maire, et donc du gouvernement dans son ensemble. Ça aboutit à quoi concrètement cette action d'évangélisation? Eh bien justement, ça contribue. Nous avons créé des clubs ETI dans chaque région, un petit peu sur le modèle du Mittelstand en Allemagne. Maintenant, le développement économique et donc sont les régions qui en sont responsables. Donc on a créé des clubs ETI dans à peu près toutes les régions françaises. On a travaillé avec le gouvernement pour développer, porter à la connaissance des entreprises et développer toutes les aides à l'internationalisation, à l'innovation, etc. Nous avons travaillé sur la transmission, justement, à travers la loi Pacte. Nous avons aussi convaincu le gouvernement de la nécessité de baisser les taxes de production. Elles ont baissé? Alors, elles ont baissé de façon importante, nous, on a chiffré l'écart entre les taxes de production en France et dans les pays qui nous entourent à peu près à 75 milliards. Et aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance post-Covid, elles ont baissé de 10 milliards. Et maintenant, la CVAE est divisée par 2 sur 2 ans. Donc, ça représente 30 milliards. Donc, il faut reconnaître les efforts importants du gouvernement en faveur des entreprises. Mais comme vous l'avez dit, maintenant, on a devant nous un mur d'investissement pour réussir notre transition environnementale. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit à armes égales avec les entreprises européennes qui nous entourent. Pour ça, il faut continuer les mesures qui ont été prises. Concrètement, les besoins des ETI, vous venez de l'évoquer, c'est aussi l'accompagnement à l'exportation. Ces entreprises qui sont souvent des pépites, technologiquement, ce sont des pépites. Elles sont parfois un peu en difficulté dans l'accompagnement. Qui sont vos interlocuteurs, vous, ETI, et vous-même d'ailleurs, pour être le plus armé face à des mastodontes comme la Chine, les États-Unis, l'Inde? Comment on fait? Qui vous accompagne sur ces sujets? Alors aujourd'hui, il y a 2 agences étatiques qui accompagnent les entreprises, la BPI, la Banque publique d'investissement, et Business France. Et il y a à la fois des incitations, je dirais, des subventions, mais elles intéressent plus les PME que les ETI. Et sinon, ces agences contribuent effectivement par la connaissance des marchés, par leur introduction auprès des différentes administrations. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner le président Macron en Chine en 2019. Avec Business France, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'acteurs et ça a contribué à accélérer notre développement en Chine. C'est ça parfois qui manque aux ETI. À la différence des très grandes entreprises du CAC qui sont souvent des vitrines, des marques, les ETI ne bénéficient pas de cette image de marque. Ce sont des industries souvent en deuxième rideau. En termes d'image et en termes de visibilité, elles n'ont pas cette puissance de feu qu'ont les entreprises du CAC 40. Alors, l'image des entreprises françaises est excellente à l'étranger. Entreprises françaises, clairement. Donc, quand on va à l'étranger... Je parlais de marque, vraiment de marque. Alors, en fait, beaucoup de marchés sont des marchés de niche. Donc, si vous demandez à un Chinois, vous connaissez Septodon, il va vous dire non. Mais... Vous demandez à un Chinois, un dentiste chinois, est-ce que vous connaissez Septodon? Là, ils connaissent. Donc, c'est une stratégie de marque. Ce qu'on fait moins en France par rapport aux Allemands, par exemple, c'est une stratégie de chasser en meute. Chasser en meute. Nous, on préfère y aller seul. Y aller, je dirais, d'une façon plus autonome. Ce sont deux modèles différents. BPI et France Stratégie. Non, Business France. Business France. Donc ça, ce sont des acteurs étatiques qui viennent aussi préparer vos dossiers, vous accompagner, vous donner des clés, des codes, parce que c'est important aussi quand on va dans un pays... Alors, il y a une partie étude de marché, si vous voulez, comment est-ce que les marchés évoluent, etc. Donc, ils le font à des conditions qui sont tout à fait compétitives et pertinentes. Et ensuite, il y a un accompagnement sur place quand il faut trouver un salarié, un avocat, etc. Donc, c'est un accompagnement global. Vous évoquez les Allemands. Je fais ce métier depuis longtemps et souvent, sur des plateaux de télévision, on nous comparait le modèle allemand des ETI en disant c'est ce modèle-là, avec des régions puissantes, des entreprises de taille intermédiaire très puissantes, et vous rajoutiez, ils chassent en meute. C'est-à-dire qu'ils ont des vraies stratégies commerciales que nous n'aurions pas. Le modèle est différent. Nous, on est plus individualistes, nous Français, mais je pense que ce serait une erreur de vouloir plaquer le modèle allemand sur la France. Non, je pense que ce qu'il faut, il y a quand même des différences entre l'Allemagne et puis la France, on en a parlé. Il y a la fiscalité, qui est beaucoup plus importante. Les taxes de production sont beaucoup plus importantes en France qu'en Allemagne. Donc elles ont baissé, mais pas suffisamment. D'accord. Il y a aussi la transmission. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir une transmission moins importante que pour une entreprise que pour un immeuble, par exemple. Mais en Allemagne, c'est gratuit. Alors qu'en France, ça coûte quand même des sommes importantes et il faut 5 années de bénéfices à peu près pour une entreprise pour payer les droits de succession.
Et ces sommes, ces dividendes, colossal, hein. Ces dividendes qui sont distribués, il ne faut pas rester dans l'entreprise pour être investi, pour acheter des nouvelles machines, construire de nouvelles usines. Donc il y a aussi au plan charge sociale. On a des charges sociales qui aujourd'hui sont compétitives pour les bas salaires, mais quand on veut s'internationaliser, quand on veut envoyer des cadres supérieurs à l'étranger, quand on veut faire de la recherche, on paye plus cher les charges sociales en France. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est au milieu du gué. On a, pour répondre à votre question initiale, un gouvernement qui nous écoute, mais il faut continuer la démarche qui a été entreprise. Donc ça veut dire, et je vois votre prudence, vous dites des choses ont été faites, on ne va pas tout jeter, des choses ont été faites. Quoi, il faut un choc fiscal réellement sur les entreprises, et j'ai envie de dire en particulier, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialiser ou de maintenir l'industrie en France, sur les entreprises industrielles. Vous savez, une des raisons pour lesquelles on a eu l'écoute des pouvoirs publics en 2019, on était en pleine crise des gilets jaunes. Et la crise des gilets jaunes, on peut vraiment l'associer à la désindustrialisation du pays. Il y a des territoires entiers où il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. La prise de conscience a eu lieu là. Oui, je pense. Et si on va en Allemagne, en Italie, où il y a 2 fois plus de TI qu'en France, on voit au contraire que les petits villages, les territoires... Et des balances commerciales positives. Et des balances commerciales positives. Donc c'est pour ça qu'il est absolument indispensable, si on veut à la fois irriguer les territoires et puis arriver à une balance du commerce extérieur, donc favoriser l'émergence de plus de TI sur notre territoire français. Avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, Olivier Schiller, quand même 2 sujets qui sont au cœur de nos préoccupations dans Smart Job, le recrutement, la qualité du recrutement et le recrutement. Comment ça se passe ? D'un point de vue pragmatique, vous accélérez. J'ai vu qu'il y avait du recrutement chez vous. Hein. Bien sûr, oui, on recrute. On a au niveau du groupe 200 postes ouverts aujourd'hui. Alors, 200 postes ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils sont pourvus, on est d'accord ? Absolument. Vous en êtes où ? Comment ça se passe ? Alors, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de recruter, parce que le chômage baisse. On s'en félicite évidemment. Et les baby-boomers partent à la retraite. Les baby-boomers partent à la retraite. Il y a malheureusement une partie de la population qu'on a beaucoup de mal à intégrer dans l'entreprise. Alors, on essaie de faire beaucoup aussi de nous ouvrir sur Septodon est dans un quartier politique de la ville, donc on essaye aussi de recruter des habitants de ce quartier, mais ça se fait de façon pas très importante encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de recruter. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour conserver ses salariés, faut qu'ils soient bien dans l'entreprise. Alors le seul élément un petit peu optimiste, c'est au Canada, c'est bien pire qu'en France, parce qu'au Canada, il y a 3% de chômage, donc c'est encore plus difficile. C'est un vrai problème mondial. Chaque salarié est une pépite, en fait. Ah voilà, absolument. Il faut le cocooner, il faut vraiment traiter de la façon la plus efficace possible les salariés, à la fois pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, et puis leur donner des perspectives d'évolution. J'ai vu que vous aviez été militaire, par ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est ça ? Vous avez été dans la marine. Mon service militaire, ça ne me rajeunit pas. Non, mais je fais ce lien parce que il y a toujours cette espèce de filiation de chefs d'entreprise qui ont un regard un peu panoramique à travers leur carrière et leur expérience. Est-ce que vous, à la tête de votre TI, vous dites on est en train de vivre une révolution ? Vous évoquez le cocooning des salariés, on évoque aussi, le MEDEF le repousse, mais la semaine des 4 jours, et un certain nombre de sujets. Est-ce que vous dites faut prendre le train parce que le monde bascule là ? Alors le monde est en perpétuelle évolution, donc il faut faire preuve. À la fois il faut bâtir une stratégie, mais en même temps il faut être très agile. Et effectivement, depuis le Covid, nous on propose 2 jours par semaine de télétravail, ce que font beaucoup d'entreprises. Le monde évolue, la digitalisation. Au Canada aussi, il y a le télétravail, vous qui avez exactement pareil pour les salariés qui peuvent le faire, ceux qui sont en production. Ceux qui sont en production, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Bon, mais oui, vous avez raison. Le monde demain sera complètement différent. Mais vous, ça déroute quand même le réseau du métier. Quand vous parlez entre vous et que vous vous réunissez, vous faites des partages d'expériences, vous échangez sur vos vies de chef d'entreprise. C'est quand même une sacrée révolution quand même. C'est quelque chose de, j'ai envie de dire, du jamais vu pour un certain nombre d'entre nous. Mais vous voyez, tout événement a des conséquences négatives et positives. On va prendre le Covid. Le Covid nous a frappé de façon très dure. On a baissé notre chiffre d'affaires de 20%. Ça n'était jamais arrivé. Et puis en même temps, opportunité avec Moderna. C'est vrai. Donc dans chaque situation difficile, il y a des opportunités et il faut justement pouvoir être agile et puis bénéficier de toutes ces opportunités. On a entendu votre message. Il faut continuer à travailler sur la fiscalité et l'accompagnement des ETI, sur la réindustrialisation. Vous dites, là aussi, du chemin a été fait, ou on est un peu dans la com et assez peu dans les actes ? Alors, c'est extrêmement... Il y a un aspect schizophrénique, si vous voulez. On baisse les taxes de production, on essaie de simplifier un petit peu, et puis
on met des règles comme la zéro artificialisation nette, qui rend très difficile la création de nouvelles industries. Et ça, vous le réclamez, hein? Alors, pour monter des sites. C'est une situation absurde. Donc aujourd'hui, on ne peut. C'est très difficile maintenant. C'est plus difficile de créer des nouvelles usines en France. Donc on va les créer où? On va les créer en Allemagne. Et on va les créer en Allemagne où l'électricité est fabriquée à base de charbon. Donc pour des raisons environnementales, on va utiliser de l'électricité plus carbonée que l'électricité moins carbonée. Au nom de l'artificialisation des sols. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Et ça, et ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre sur des territoires où il y a déjà beaucoup d'artificialisation. Mais sur des territoires où il y a très peu d'activité, ça ne fait pas de sens. Si vous voulez, au contraire, il faudrait laisser des entreprises créer des emplois sur place. Et, voilà. Donc il y a une approche parfois un peu trop dogmatique de ces questions, donc un peu de bon sens, de pragmatisme, je pense, nous permettrait d'être beaucoup plus efficace. Et un tout dernier mot avant de nous quitter, vous avez beaucoup parlé des ETI et vous êtes le représentant et vice-président du Métis sur le débat de la transmission. Et vous, Olivier Schiller, vous avez trouvé votre repreneur? Est-ce que votre fils, votre fille vont continuer à faire vivre la saga Schiller autour de Septodon ou pas? Alors, au niveau de l'actionnariat, nous avons bénéficié du pacte du trade, donc j'ai transmis une partie importante des actions déjà à la prochaine génération. Nous avons 5 enfants. Personne n'est dans l'entreprise aujourd'hui. Il y en a qui sont étudiants, d'autres font autre chose. Mais ils s'y préparent. Mais ceci dit, il y a un modèle qui fonctionne très bien. Vous pouvez très bien avoir un directeur général, un CEO qui soit extérieur à la famille. Et un conseil d'administration familiale qui va pérenniser les valeurs de l'entreprise familiale. Les valeurs, d'ailleurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos grands-parents, juste avant de nous quitter? Parce que c'est quand même important de dire qu'on transmet des choses quand on est dans une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Alors, nous, on a la chance d'intervenir dans le domaine de la santé. Oui. Donc, la première valeur, c'est de contribuer à la médecine dentaire. On sait que la médecine dentaire, aujourd'hui, est importante parce qu'on a fait un lien très précis entre les maladies bucco-dentaires et les maladies du corps de façon plus générale. On retrouve les germes des gencives, des maladies périodontales dans le cœur. Et si on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ça peut générer du diabète, ça peut générer des AVC, enfin, toutes sortes de maladies. Donc, on contribue modestement à notre niveau à la santé des hommes et des femmes. C'est général d'ailleurs. Et on en est très fiers. Donc voilà. Et puis on pense qu'on doit aussi rendre à notre environnement parce que l'environnement nous a donné. Environnement au sens, je vous ai expliqué que Septodon était sur un quartier politique de la ville à Saint-Maur. Et donc on essaie aussi de contribuer à l'intégration des habitants des quartiers où nous sommes installés dans la vie économique. Pas à pas. Merci Olivier Schiller d'être venu nous rendre visite. Vous avez partagé votre passion, votre engagement aussi aux côtés des ETI parce que vous êtes le vice-président du METIC et ce réseau des entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 collaborateurs. Exactement. Combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit? 2200. 2200, vous êtes juste au milieu. Oui, vous êtes en plein milieu. Merci Olivier Schiller et président de l'entreprise Septodon qui a signé d'ailleurs un contrat avec Moderna, il faut le préciser, Cocorico. Merci de nous avoir rendu beaucoup. Visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Le recrutement, c'est un casse-tête. On en parle avec notre invité, Laurent Arnaud.